Un grand bol d'air sur une des plages les plus sauvages de Méditerranée. Elle s'étend sur 4 km. Le terrain de jeu de ce groupe d'amis qui a quitté la grisaille de la région parisienne pour passer le week-end à Gruissant. Magnifique, c'est top. On est au mois d'octobre, il fait 20 degrés, il fait super beau, tout le monde le peuple. Là on est sur le massif de Capoulade, on redescend derrière et on va rejoindre un petit sentier là qui est super beau entre le village. Jérôme est leur guide. Plusieurs fois par mois, il fait découvrir Gruissant et ses alentours aux touristes. On va aller en bas de la descente à droite et on va tracer jusqu'aux ruines. Pendant 2 heures, perchés sur des trottinettes électriques tout-terrain, ils vont explorer les richesses de ce village, entre terre et mer. C'est des villages en circulade, c'est une spécificité qu'on a en Occitanie. On a recensé une 40aine de villages comme ça. Au centre, il y a soit un fort, soit une église. Et il y a 2 rues ou 3 rues qui font le tour. Un environnement protégé, comme cette étendue de 400 hectares. Des rectangles roses, ce sont les salins de Gruissant. La couleur rose, vous savez d'où ça vient ? Vous avez plein de micro-algues qui sont dans l'eau. Et au fur et à mesure qu'on monte en grammage de sel, elle meurt. Et la seule qui tient, elle a de la carotène, c'est cette pigmentation rose. Des marais salants, refuge des flamants roses. Ces échassiers viennent de Camargue. Ils peuvent être jusqu'à 2000 à coloniser ces lieux chaque année. Dépaysement garanti pour Didier, commercial dans la capitale. Un sentiment de liberté, surtout en ce moment, donc c'est appréciable. Ça fait du bien surtout, être libre. Voilà. Pourquoi en ce moment c'est... À cause du Covid, crise sanitaire oblige. Là on est vraiment un peu seul au monde, donc ça change un peu. L'Aude est le seul département de l'arc méditerranéen à être épargné par le couvre-feu. Chaque année, 800 000 personnes viennent découvrir le village de Gruissant. Dans l'Antiquité, Gruissant était une île. Aujourd'hui, le village s'étend jusqu'au littoral, avec ses célèbres chalets posés sur la plage. Au nord, des paysages sauvages du massif de la Clappe, où la vigne court sur les vallons de Garrigues. Cet ancien village de pêcheurs compte 5000 habitants. Des amoureux de leur terroir qui ont su le préserver au fil du temps. Comme Jean-Baptiste, pêcheur, dont la famille est l'une des plus vieilles de Gruissant. Arnaud, restaurateur au village, pour la 4e génération. Il y a ceux qui n'étaient pas du coin et qui sont tombés sous le charme. Frédéric, cadre dans l'immobilier, devenu vigneronne. Ou encore Philippe, un kitesurfer qui a transmis sa passion de la glisse aux habitants du village occitan. Mais l'habit de lumière. Au lever du jour, Jean-Baptiste se prépare. Et la vareuse. Voilà. Faut s'équiper aujourd'hui? Ouais. S'équiper parce que on n'aura que les dents de sèche. Chaque matin, de septembre à février, il délaisse la mer pour pêcher dans l'étang. À bord de cette petite barque, un bétou. Ici, peu de profondeur. Jean-Baptiste travaille les pieds dans l'eau. Ce matin-là, de fortes rafales de vent. Avec le mauvais temps, et la barque s'en va vers la mer. Alors là, C'est déjà arrivé? oui, moi ça m'est jamais arrivé. J'essaie de faire attention. Avant de s'engourdir complètement. Jean-Baptiste va passer la matinée dans l'eau froide. Loin de la pêche industrielle, il ne traque pas n'importe quel poisson. La pêche, c'est vraiment saisonnier comme pêche, c'est-à-dire que chaque mois, quasiment à son espèce. Une belle dorade. Quand je la vois, ça me fait envie, ça me donne envie de la manger. On dirait des pièces d'argent, on dirait. Elles sont belles.
Aujourd'hui, il va lever une douzaine de nasses. C'est avec ces dispositifs que le pêcheur capture les dorades sauvages qui viennent de la mer. C'est pas vilain. Mais aussi un autre poisson dont la saison vient tout juste de commencer, l'anguille. C'est quoi ça? Ça, c'est l'anguille verte. Hein. Voilà. Que c'est beau, c'est bien. Il faut que ce soit bon. Amoureux de la pêche, Jean-Baptiste, 38 ans, a passé la moitié de sa vie sur un bateau. C'est dans le sang, on pense qu'à ça. Mes parents ils m'avaient envoyé un petit peu plus à l'école, pas longtemps, mais un peu plus. Ils ont essayé, mais ça a été plus fort que moi. Le jour de mes 16 ans, ils ont arrêté l'école. Voilà, parce que j'avais l'impression de perdre mon temps, et puis moi, ce que je voulais, c'était faire un pêcheur. Voilà, c'était pêcher les poissons, faire un pêcheur. Comme lui, 25 pêcheurs posent leur filet dans cet étang. Ils sont régis par une confrérie, la Prud'homie. Tous ont la même superficie pour pêcher. D'une année sur l'autre, chaque parcelle est tirée au sort. Une institution qui règle même les litiges entre pêcheurs. La Prud'homie de Grussens, c'est la deuxième Prud'homie la plus vieille de Méditerranée. Voilà, elle a été créée en 1791. L'autorité de tutelle, les affaires maritimes sont bien contents qu'on va dire, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais qu'on lave le linge sale en famille, quoi. Voilà. Ça tombe bien parce que son voisin de parcelle n'est autre que son frère aîné, Sébastien. J'ai un voisin qui est un peu pénible. Hein. Entre frères, toutes les raisons sont bonnes pour se chamailler. Tous les ans, il a la main heureuse. Que ce soit à l'Hérault ou à l'étang de Capinol qui est plus haut, il a tout le temps, ça fait 2-3 ans qu'il tire le poste clé et qui fait vraiment la différence, quoi. Moi, je suis chanceux, mais lui, il pleure tout le temps. Il n'y a jamais rien, il n'y a rien. Ce jour-là, Jean-Baptiste a eu de la chance. 22 kilos d'anguilles et 7 kilos de dorades. La grande majorité de son poisson, le pêcheur va le vendre à ce marailleur. Là, 22 kg net. Hein? J'avais dit entre 13 et 15, moi. Vous lui prenez à combien le kilo? À 6 € le kilo. En poissonnerie, l'anguille peut se vendre 4 fois plus cher. Allez, merci, au revoir. Celles-ci partiront pour l'Espagne ou le Portugal, gros consommateurs d'anguilles. Jean-Baptiste réserve ses plus belles pièces à l'un de ses amis d'enfance, lui aussi de Gruissant. Superbe, hein? Arnaud, restaurateur. Là, le bras. C'est magnifique, ça c'est magnifique. Ben, ça sort de l'eau, quoi. Donc moi, quand on est cuisinier, qu'on a des produits comme ça, donc ça c'est extraordinaire. Mais donc, là, quand on parle de circuit court, c'est magique. Ça va nous faire une belle bourride, ça. Belle. Ouais. Allez, ciao, ciao. La bourride, c'est la spécialité du village. À première vue, l'anguille verte n'a pas l'air très appétissante. Mais une fois cet a priori dépassé, elle révèle une chair très fine. À l'époque, les pêcheurs avaient toujours aux cabanes un sac de pommes de terre pour se faire le repas du midi. Anguille et pommes de terre, ils mélangeaient ça, ils faisaient cuire et ça leur faisait le repas du pêcheur. Un client entrouvre la porte de la cuisine. Est-ce que le poisson est frais? 4 couverts, Ménade, pour midi et demi. Allez, je te la garde. Les clients, ils réservent par derrière. Alors ça, c'est un des secrets de la bourride. C'est du jambon rance. C'est-à-dire c'est du jambon qui a un peu plus de dents. C'est pour donner un petit goût de rance, un petit goût particulier à la bourride. Là, on va mettre les crabes de l'étang. Et maintenant, on va mettre une couche de pommes de terre, une couche d'anguille, une couche de pommes de terre, une couche d'anguille. Cette recette, Arnaud, 51 ans, la concocte depuis une vingtaine d'années. Une famille de restaurateurs depuis 4 générations. On est dedans, donc puis, on ne le choisit pas, ça vient naturellement, quoi. Ce savoir-faire, il le transmet à son fils, Simon, 24 ans. Ça pourrait disparaître parce que c'est des recettes très saisonnières qu'on n'apprend pas forcément à l'école. La prochaine, c'est lui qui la fera. Il va me mettre sur la touche. Ici, toute la famille met la main à la pâte. Père et fils en cuisine. Et vers quelle heure, s'il vous plaît? Mère, fille et belle-fille en salle. Aujourd'hui, on a un menu de saison avec en entrée les moules à la sauce ravigote ou la soupe de poisson
Et en plat, vous avez le choix, soit la bourride d'anguille ou alors le filet de dorade au safran gruissant. Ce samedi midi, le restaurant affiche complet, 40 couverts. C'est la bourride qui semble avoir le plus la cote. Et une petite cranquette. Ouais. Ah, un petit cranquette dessus, là, nickel. Oui, on commence les gars, on ne vous attend pas. À cette table, des Gruissanais venus exprès pour elle. Elle est réussie. Bravo. Alors nos parents y venaient et nous on fait pareil. On espère que nos enfants suivront aussi. Richard et Josiane ont fait près d'1 heure de route pour la déguster. On est venu exprès de Carcassonne. Oh, c'est délicieux. C'est cuit à point. Et puis vraiment, d'abord la chair très fine de l'anguille. Pour le palais, c'est très bon. Alors que le service bat son plein, les plus fidèles clients d'Arnaud, ses parents, s'invitent en cuisine. C'est les parents qui viennent vous voir, Arnaud? Oui, et ça fait plaisir. On les laisse travailler parce qu'on sait ce que c'est. Il faut là, un plein service, il faut se concentrer. Jeanne et Denis ont tenu ce restaurant pendant 14 ans. À l'époque, ils avaient l'habitude d'accueillir ici une icône de la chanson française, Charles Trenet. Pendant une dizaine d'années, on a été sa cantine. Voilà. Une fois qu'il avait mangé, il passait l'après-midi à écrire des poèmes, des chansons. Il jouait avec les mots toujours. Un de ses derniers concerts à Montpellier, il avait demandé à Georges, donc son secrétaire et ami, de l'accompagner après le concert pour venir manger des encornets farcis ici. C'était 10h30, 11h, je sais plus. Il avait fait un caprice. Trenet, enfant du pays, a même écrit une chanson sur le village. Gruissant, gruissant, mes amours, je pense à toi depuis bientôt toujours. Sa célébrité, Gruissant la tient aussi de sa plage des Chalets. C'est une sorte de village dans le village. Impeccablement rangé, 1300 chalets forment ce damier posé sur le sable. Les premiers datent de 1860. À l'époque, ce sont des baraques en bois construites par des citadins de la région, venus faire du tourisme balnéaire. Aujourd'hui, ces chalets d'environ 50 mètres carrés s'arrachent. Leur prix peut grimper jusqu'à 500 000 €. Tu as pris des trucs pour l'apéro? Allez. Jean-Jacques, originaire de Toulouse, C'est parti. y a passé presque toutes ses vacances. Ses parents l'ont acheté quand il avait 5 ans. Je sortais de là, ici j'enjambais et j'atterrissais, tel Zorro qui sautait au-dessus des murs. J'atterrissais sur le sable et j'allais rejoindre mes copains. J'en avais là, j'en avais là, j'en avais là-bas, j'en avais partout. Comme souvent le vendredi soir, c'est ici que Jean-Jacques se réunit avec sa femme Frédéric et ses 2 enfants, Terence et Clément. Qu'est-ce que vous voulez boire? Et toi, Terence? Je suis un petit peu... Des olives, du jambon. Du sel de Gruissant. Bon, l'apéro bien français, quoi. Hein, comme on les aime. Les 2 garçons ont eux aussi, au chalet, leurs souvenirs d'enfance. Hein, ici, c'était la liberté des enfants. Voilà. C'était pas les contraintes de la maison. Il y a une ambiance que vous avez ici que vous n'aurez nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs, c'est-à-dire que si on va dans les terres, si on va un petit peu plus loin, cette ambiance, on est à 50 mètres du bord de la mer, donc voilà, ce que vous sentez là, ces odeurs marines. C'est quand elle rencontre son mari en 1995 que Frédéric découvre cet univers. Les fruits de la pêche qu'on attendait désespérément. Moi, j'arrivais de l'île de la Réunion. Je suis arrivée ici. Pour moi, ce qui était important, c'était qu'il y ait la mer. Et ce que j'ai de suite adoré, c'est ce ciel magnifique où on a le sentiment presque quand on est sur la terrasse d'être, de pouvoir le toucher. C'est vraiment chouette, c'est vraiment beau. Il y a une très belle lumière ici. Bon, santé. Allez, chill, ça fait plaisir de vous avoir. Là. Frédéric visite ensuite l'arrière-pays, le massif de la Clappe, où la vigne foisonne. C'est le coup de cœur pour cette petite fille de négociant en vin. Elle décide alors de quitter son travail de chef d'entreprise dans l'immobilier pour devenir vigneronne. En 2007, elle achète quelques hectares de vignes. Sans formation agricole, c'est un viticulteur du coin qui lui apprend le métier. Grâce à son aide et celle de ses anciens collègues de l'époque, elle fait son premier vin dans son garage. Frédéric se prend au jeu.
2 ans plus tard, elle achète un domaine, 50 hectares de vignobles et ses 2000 mètres carrés de bâtiments, d'où sortent aujourd'hui 80 000 bouteilles de vin par an. Pour lui prêter main forte, elle embauche alors une dizaine de personnes. C'est bon les gars? Fais voir. Ah bah voilà, ça c'est impec. Ça, de toute façon, on le triera après, c'est pas grave. Terence et Clément l'ont rejointe dans l'aventure. Ce jour-là, avec eux et 2 de ses employés, Frédéric vendange ses derniers pieds de vigne de l'année. C'est du grenache. Pas trop dur de faire les vendanges là? Non, 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 ça permet de garder la condition physique. C'est très bien. On va passer de l'autre côté après? Si la vigneronne a laissé ce raisin mûrir, c'est qu'elle compte en faire un vin de dégustation. On va faire des choses, on va dire, avec beaucoup de volume, parce que forcément, il y a du sucre. Un savoir-faire qu'elle maîtrise. Mais elle a mis de nombreuses années à trouver sa place en tant que vigneronne. C'est difficile parce que quand on est en quelque sorte pas d'ici, ben, il faut qu'on rassure les gens sur notre volonté, notre capacité à faire. Ça prend du temps, ça prend souvent... Moi, ça m'a pris une dizaine d'années. Pour acquérir ce vignoble, l'ex-chef d'entreprise a investi plusieurs millions d'euros. Elle a fait construire ce chai de 400 mètres carrés. On déguste déjà comme ça. Ce jour-là, mère et fils prélèvent des échantillons de différents cépages, vinifiés dans ces amphores en terre cuite, pour créer un nouveau vin. Super. On retrouve vraiment ce côté extrêmement maritime qu'on aime ici sur nos terroirs. Sous la fraîcheur, et de la fraîcheur. 300 bouteilles sortiront de ces jarres. Si la vigne forge ce terroir depuis près de 2000 ans, une autre ressource naturelle a mis bien longtemps à être appréciée, le vent. Philippe, 54 ans, est un des premiers à avoir réussi à l'apprivoiser. Ce professionnel de sport de glisse voilà. Ça va les copains? a monté les premières écoles de voile de Gruissant à son arrivée il y a 30 ans. Et alors les wingers? Depuis, il a converti à sa passion les habitants du village. Parmi eux, Arnaud, le restaurateur spécialisé dans la bourride. T'as fermé le resto ou quoi? Ouais, fermé. Ah, t'as tous les gens de Gruissant, un restaurateur, un agent commercial, un cordiste, des bricoleurs, un viticulteur. Pendant très longtemps, dans ce village de pêcheurs, le vent n'était rien d'autre qu'une contrainte. Ce qui, il y a 40 ans, était un inconvénient, on va dire, c'est devenu un super atout, quoi. On s'éclate. Nos parents ne profitaient pas comme ça. Bon, ça, c'est le voile de course. Si la bande d'amis se retrouve sur cette plage sauvage, du nom de la vieille nouvelle, c'est que le lieu est idéal. Tu vois, on a le vent qui est là. Je sens mes 2 oreilles, qui est ici, c'est un vent de nord-ouest, ça s'appelle la Tramontane. Le cerf, c'est la Tramontane. Et t'as la plage, tu vois, le trait de côte qui est perpendiculaire au vent. Puis regarde, ce plan d'eau, il est plat, donc c'est très glissant, c'est très facile. Et puis c'est sauvage, regarde, tu vois, il n'y a rien, il ne se passe rien, il n'y a que nous. Donc tu as un sentiment un peu de liberté, enfin, qui te pousse à y aller, quoi. On a un terrain de jeu qui est juste unique. Au point que Philippe organise ici depuis 20 ans, une course qui est devenue la plus grande compétition de glisse au monde. Chaque année, 1500 personnes de toutes nationalités lèvent leur voile à l'unisson sur cette plage de Gruissant. Aujourd'hui, sur l'eau, des rafales à 70 km/h. Ça va la vie? Un petit paradis, au pays du soleil et du vent.